Un heureux hasard, je dirais, du calendrier, puisque nous terminons à peine la construction de ce premier étage, ce premier schlaf, cette première étape, qu'on nous propose une conférence sur l'architecture des synagogues de Tunisie. Formidable, ça. Vous ne pouvez pas espérer mieux. Et effectivement, comme le disait Anna Goldman tout à l'heure, notre architecte intérieur, qui prendra la parole. Donc, on a beaucoup pioché et inspiré, surtout Anna, donc, qui nous a concocté cette merveille. On a beaucoup utilisé vos livres, d'abord parce que nous sommes tunisiens, pour beaucoup d'entre nous, pas tous, et que ça nous paraissait pour nous, pays-là, essentiellement tunisienne, de nous inspirer des synagogues de notre patrimoine, afin de nous retrouver ici à Jérusalem. Alors, encore une fois, c'est un heureux hasard, et merci d'être là. Alors, pour vous présenter le thème de la conférence ce soir, ça sera un monument d'une histoire et d'une identité. Donc, cette conférence sera faite en tandem par Madame M. Carassé, qui est professeur de lettres, et M. Dominique Carassé, moi j'ai les deux ouvrages, le premier également, qui est professeur d'histoire de l'art à l'Université de Bordeaux et également dans le Louvre. La parole. Oui, peut-être sur un plan technique. Nous aurions bien sûr préféré un grand écran, que vous ayez une grande image. Nous essayons quand même de sauver les choses, mais est-ce que tout le monde voit à peu près? Parce qu'il y a quand même peut-être un angle à trouver. Voilà. Donc la conférence, nous allons la présenter en deux temps. Mon épouse prendra d'abord la parole pour expliquer pourquoi ce travail, dans quelle perspective. Et puis moi-même, je vous proposerai un parcours à travers la Tunisie en vous montrant les photos, mais de toute façon, toutes les photos que nous montrons sont aussi dans le livre. D'ailleurs, si vous ne les voyez pas toujours très bien sur l'écran, ou si elles sont un peu petites parfois, vous pourrez les regarder dans le livre ensuite. Bien, bonsoir à tous et merci d'être autour de nous pour ce voyage en Tunisie. Donc notre travail porte sur les synagogues de Tunisie et je vais dans un premier temps vous expliquer pourquoi nous avons entrepris ce voyage, ou en quelque sorte ce travail, plus exactement, ou la genèse de ce travail. Alors le point de départ est un point de départ strictement personnel, c'est-à-dire que j'ai moi-même quitté la Tunisie assez jeune. C'est pas trop aigu, c'est pas trop... Ça va ? Très bien. Donc je n'ai pas très bien, je suis restée sur ce souvenir du départ et j'avais un sentiment de frustration très important et je voulais reprendre contact avec la Tunisie. Et j'avais quelques souvenirs également des synagogues ou des oratoires que je fréquentais avec mon grand-père. Et j'ai voulu, en quelque sorte, inciter mon mari à redécouvrir cette Tunisie, ou à découvrir cette Tunisie, et lui montrer aussi un aspect des synagogues qu'il ignorait. Enfin, donc, lui, visiblement, plusieurs personnes ici connaissent ses travaux précédents, donc les ouvrages sur les synagogues de France, les synagogues du monde. Disons qu'il était habitué à de grands édifices, à des édifices de la représentation, et moi je voulais lui montrer un aspect du judaïsme tunisien auquel je suis très attachée, c'est-à-dire ces petits oratoires, ces synagogues familiales. Et donc voilà, on a décidé d'aller en Tunisie, et puis d'avoir comme prétexte la découverte, la recherche des synagogues. Mais jamais, lorsque nous avons commencé ce travail, en 2003, nous l'avions pensé le réaliser tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire avec cet ouvrage, et puis faire un travail systématique. Et je vais vous expliquer comment les choses ont évolué et pourquoi nous en sommes arrivés à ce travail systématique. Donc, c'était pour moi aussi une manière de me réapproprier une histoire qui était restée en suspens. Et je crois que cette histoire, elle est la même pour tous.
Voilà, donc aussi, moi j'ai le souvenir autour de moi de parents qui n'avaient pas vraiment envie de reparler de la Tunisie. Je crois qu'il y avait à la fois un silence et un chagrin. Et voilà, moi je voulais pas rester. Ce chagrin, je l'avais trop porté. Et je voulais non pas régler quelque chose, mais ne pas rester sur ce suspens. Voilà. Alors le corpus au départ, nous devions travailler sur Tunis. Et nous avons pensé qu'à Tunis, évidemment, il y avait beaucoup de choses déjà à voir. Et puis Djerba, c'est-à-dire deux pans. La Tunis, qui représentait en quelque sorte à la fois la tradition et la modernité, et Djerba, qui était vraiment le fief du judaïsme tunisien, mais un autre pan de ce judaïsme tunisien, avec aussi ses richesses. Alors, petit à petit, nous avons débordé largement ce corpus de Tunis et de Djerba, qui pourtant était très riche. Et je vous expliquerai pourquoi. Nous avons abouti à un travail systématique qui finalement ressemble à un inventaire de toutes les synagogues de Tunisie. Certaines ont pu nous échapper, soit parce qu'elles ont disparu, elles ont pu être détruites, ou simplement parce qu'on n'a pas pu les retrouver. En tout cas, on a fait le maximum. Donc s'il en manque, eh bien, on espère que vous nous les signallerez. Alors, je vais peut-être commencer. On va peut-être montrer les premières synagogues, tout au moins ce qui a motivé en quelque sorte cette qui vous donne un peu une idée de, je dirais, du monde dans lequel je vivais, de mon quotidien, et qui peut-être vous amèneront à comprendre pourquoi je recherchais cette Tunisie. En fait, je suis présente dans cette photo puisque je fréquentais le Keteb de la grande synagogue de Tunis. Et donc, nous étions souvent dans l'oratoire Beth Shalom qui se trouve en bas de la synagogue. Cette photo a été prise sur le passage Osiris, qui est le passage qui se situe à droite de la grande synagogue. Quand vous êtes en face de la synagogue, vous avez un passage à gauche et à droite qui mène derrière à la rue Glatini avec l'école. Si ceux qui ont fréquenté ces lieux s'en souviennent, donc là, nous sommes à droite. Donc je suis présente sur cette photo avec cette institutrice dont je ne me souvenais plus du nom. Et il se trouve que des gens l'ont reconnue. Et avant-hier, à Natania, il y avait sa sœur, qui tout d'un coup a dit « mais c'est ma sœur qui est là ». Et tout à l'heure, nous allons voir quelqu'un qui était présente, qui appartient à votre communauté, qui est Madame Zagdoun, et que j'ai retrouvée. Ce sont des gens qui sont originaires de Tataouine. Et sa sœur, il y a quelques mois, lorsque le livre est sorti, a ouvert le livre et a retrouvé, et ça c'est un beau cadeau pour nous, elle a retrouvé la plaque de son père dans la synagogue de Tataouine. C'est pour vous montrer comment nous avons procédé, c'est-à-dire qu'on a essayé dans ces synagogues de ramasser toutes les traces qui restaient, parce qu'on avait le sentiment d'avoir un privilège d'aller à la recherche ces synagogues, de pouvoir y rentrer, et donc de ramasser tous ces souvenirs pour que les gens qui n'avaient pas pu être avec nous retrouvent leur passé, Et donc elle a retrouvé la plaque avec le nom de son père, qui est décédé, qui est enterré en Israël. Et lorsqu'ils ont offert aussi ce livre à leur sœur, qui est passée à Paris, que j'ai rencontrée cet été, donc qui va revenir là, puisqu'elle a accompagné quelqu'un, elle avait le livre pendant plusieurs mois, et à force de le regarder avec ses petits-enfants, elle s'est rendue compte qu'elle était sur cette photo. Et le hasard encore a voulu qu'il se trouve qu'elle est à ma droite. C'est pour vous dire comment, au travers de ce voyage, au travers de cette recherche, finalement, on se retrouve alors qu'on ne se connaissait pas et pourtant on était tout proches. Une autre remarque ici que m'a faite Gérard Lévy à Paris, qui est un collectionneur originaire du Maroc, collectionneur de photos, de cartes postales et autres, et il m'a dit c'est étonnant cette modernité, ça ne serait pas concevable au Maroc. La mixité qu'il y avait donc au jardin d'enfants. Donc vous voyez que la tradition et la modernité étaient toujours présentes chez les Tunisiens. Voilà, les Tunisois et les Tunisiens en général, puisque la modernité, nous avons cherché la tradition à Djerba, mais nous avons aussi trouvé la modernité. La modernité n'était pas qu'à Tunis. Donc après cette photo, justement, et je dis souvent que ces photos, une deuxième photo, ce sont des trésors de guerre. Pourquoi je les appelle trésors de guerre?
parce que je les ai retrouvés dans les affaires de ma mère, dans un sac en plastique, vous savez, bien noué, qui était arrivé de Tunis. Et donc voilà, ce sont des photos personnelles, voilà ce qui reste de notre départ. En fait, on pourrait croire que c'est une famille. Une bonne partie de ma famille est là, et il y a ma sœur à côté de moi, il y a ma mère derrière, il y a ma grand-mère. Mais en fait, je ne connais pas ces gens, ce sont des gens de la communauté de Tunis et qui sont venus à l'oratoire Beth Shalom. Et là aussi, on peut trouver à la fois la mixité, les hommes, les femmes, la modernité, la tradition, avec tous ces candiles et toutes ces personnes qui sont réunies. Je trouve que ces photos sont extraordinaires. Voilà. Elles témoignent de ce judaïsme tunisien et de cette simplicité. Donc je vais continuer. Comment ? Ah oui, si tu veux enchaîner sur les oratoires. Voilà d'autres oratoires aussi auxquels je me sens liée, mais je ne suis pas la seule. Comme je l'ai dit lorsque nous étions au musée d'art juif, il y avait Michel Bouchnard, il y avait plusieurs personnes qui étaient d'origine tunisienne, et j'ai parlé de mon Tunis, mais évidemment, mon Tunis, chacun a son Tunis ou sa Tunisie. Ici, voilà un oratoire que je fréquentais lorsque j'étais enfant avec mon grand-père, et qui se trouve à 2 pas de chez moi, puisque j'habitais rue d'Henrémont, angle rue Chanzy. Et ici, vous êtes sur la rue Chanzy, où se trouve l'oratoire de la famille Fréouan, que certains ont dû connaître. Et là aussi, cette pratique, on rentrait, on traversait la maison, on se dirigeait vers la pièce qui servait d'oratoire. Il y avait également une entrée sur le côté. On n'a pas pu rentrer dans cette maison qui maintenant est fermée. On a essayé de grimper sur des chaises pour avoir l'intérieur, mais l'oratoire était plus loin. Un oratoire qui vous dira beaucoup de choses, qui est encore en activité. Il se trouve en face, pareil, lorsqu'on a la synagogue dans le dos, on traverse, la rue en face vous mène sur la gauche à la rue d'Isly, qui était, enfin je dis rue de Cologne maintenant, puisque les noms des rues ont changé. C'est l'oratoire du grand rabbin Chaim Belaïch. Donc oratoire très connu, très célèbre, et qui donc fonctionne toujours. Il était attenant à la maison, au domicile du grand rabbin Chaim Belaïch. Et actuellement, il a été un peu agrandi, et donc vous voyez le carrelage. Ici, vous êtes dans l'appartement du grand rabbin, et il y a une pièce à côté. Le carrelage est le même. Donc toujours cette simplicité à laquelle je tiens beaucoup. Donc cet oratoire est fréquenté maintenant comme il se trouve à la rue de Cologne, et tout l'immeuble est occupé par des juifs originaires du sud, et notamment de Djerba, qui sont à Tunis, qui travaillent, et qui descendent comme ça, Shabbat, en pantoufles, pour faire l'office. Voilà encore un caractère très très marquant de ce judaïsme. Alors maintenant, je vais vous expliquer un peu comment nous avons travaillé pour réaliser cet ouvrage, comment s'est déroulée cette recherche. Donc sur le plan des archives, nous avions très peu d'éléments. Des archives, disons au niveau de la communauté du Tunis, se résument à une boîte, c'est-à-dire que toute l'histoire d'une communauté, maintenant, ne représente que quelques petits dossiers. Il y a vraiment rien. On a essayé désespérément de chercher des choses, mais il ne reste quasiment rien. Autrement, sur place, nous avons travaillé également aux Archives nationales, où nous avons pu trouver quelques dossiers. De toute façon, c'était vraiment insuffisant et très limité. Mais nous n'avons pas remis en question ce travail. Nous nous sommes dit que la meilleure chose à faire, c'était de faire un travail de terrain. Donc c'était tout ce qui nous restait à faire. Alors quand je parle de terrain, c'est un travail qui se déroulait en Tunisie. Je vais vous dire combien de voyages nous avons effectués, mais également le terrain était à Paris. Alors comment nous avons pratiqué? Eh bien en fait, systématiquement, à partir des gens que nous connaissions, qui nous renvoyaient vers d'autres personnes, j'ai passé 7 ans, lorsqu'on n'était pas sur le terrain, à téléphoner, à chercher des gens, en Israël, en Tunisie, à Paris, au Canada, n'importe où. Chercher tout le temps, et chaque personne me renvoyait à quelqu'un d'autre, que ce soit à Tunis, que ce soit dans des petites villes où nous ignorions qu'il y avait des synagogues, ou quand il n'y en avait pas, on nous disait qu'ils se réunissaient dans d'autres villes. Donc un travail systématique de recherche jusqu'à la veille de l'impression du livre, j'ai cherché.
Quelquefois, mes interlocuteurs, j'ai pu les rencontrer à Paris, en Israël, à Marseille aussi, un peu partout, mais quelquefois je n'avais pourtant de contact que par téléphone. Donc il y a des gens que je ne connais toujours pas physiquement, il y a des gens que j'ai rencontrés en Israël physiquement pour la première fois, originaires de Tunis ou d'autres villes de Tunisie. Donc voilà comment les choses se déroulent. Donc c'est pareil pour la famille Sagdoun, originaire de Tataouine, je les ai connus à Paris. Autrement, le travail de terrain, sur 7 ans, nous avons fait 25 voyages. Oui. 23 voyages en Tunisie, un voyage en Israël en 2007-2008 et un voyage à Marseille pour chercher également des gens qui étaient originaires. Et parce que nous avons voulu montrer dans le dernier chapitre de notre livre comment les Tunisiens, lorsqu'ils avaient quitté la Tunisie, avaient essaimé, et on en voit encore aujourd'hui l'exemple, comment ils avaient trimballé, je dirais, la Tunisie avec eux, soit en reconstituant des synagogues qui portaient le nom des grands rabbinim, soit en donnant le nom d'un quartier, soit en donnant le nom de la ville qu'ils avaient quittée. Donc vous verrez tout à l'heure, nous allons vous montrer une synagogue dont je pense peu de gens ont entendu parler. C'est la synagogue de Tamezret, dans une petite ville, enfin dans le sud, que mon mari vous montrera. Et il se trouve qu'en Israël, des gens ont appelé leur synagogue Tamezret, du nom de la ville qu'ils avaient quittée, de la synagogue qu'ils ont quittée. Alors, le terrain et comment nous avons pu élargir ce travail, comment nous avons travaillé. Notre interlocuteur officiel, et ça je dois rendre hommage au gouvernement tunisien, qui pendant 7 ans nous a délivré des autorisations de travail, tout en sachant que notre travail était vraiment explicite. Il y avait des autorisations sur lesquelles il était noté que nous effectuons un travail sur le patrimoine juif tunisien et sur les synagogues de Tunisie. Donc 27 autorisations à chaque voyage, enfin 25 autorisations, et vraiment ces autorisations nous permettaient, lorsque nous arrivions sur le terrain, d'être reçus. Déjà les délégués, les maires étaient au courant de ce que nous faisions et avaient déjà donné une autorisation en quelque sorte sur place. Et donc la police nous accompagnait, nous guidait, nous permettait de retrouver les édifices quand on ne savait pas où ils étaient. Alors autrement, évidemment non négligeable, la communauté de Tunis ou les communautés quand il en restait. Donc les responsables communautaires nous ont permis de travailler, nous ont soutenus, nous ont accompagnés, soit eux-mêmes, soit en envoyant des gens avec nous. Et également nous ont permis au fur et à mesure des années, parce qu'au départ, je dois vous dire que je ne pense pas qu'ils étaient sceptiques, mais disons qu'à force de nous voir revenir, à force de nous voir nous acharner, ils ont après décidé d'ouvrir des synagogues qu'ils ne voulaient pas vraiment ouvrir au début. Alors je crois comprendre qu'au départ, ils avaient sans doute un peu honte de l'état des synagogues, mais ils ne sont pas responsables, ils avaient toute cette responsabilité, les clés de différentes synagogues, mais qui n'avaient pas été ouverts depuis 20 ans, 30 ans. Et quand ils ont compris qu'on n'était pas là pour dénoncer, pour critiquer, et quand ils ont réalisé ce qu'on était en train de faire, ils se sont rendus compte qu'il fallait ouvrir ces synagogues et nous les montrer. Donc, inutile de vous dire que quand vous rentrez dans des synagogues fermées depuis 30 ans, et que les carreaux sont cassés, que les pigeons sont là, mais on a essayé de masquer tout ça et de montrer que les structures, pour que vous n'ayez pas une trop mauvaise idée. Quelquefois, dans certaines synagogues, on a rectifié un peu les photos, on les a un peu nettoyées pour ne pas que ce soit trop triste. Alors, autrement, donc, comme j'ai dit, sur place, les délégués, les maires, les responsables, les gens que nous rencontrions sur place. Et aussi, il faut savoir que sur place, il y a des synagogues qui ont été vendues sur ordre des rabbinim. On ne doit pas normalement vendre les synagogues, mais il y a quand même des synagogues qui ont été vendues. Quelquefois, elles ont été abandonnées ou laissées aux gens qui les gardaient. Quelquefois, elles ont été rachetées par des propriétaires qui ont accepté de nous laisser rentrer. Donc, on est rentré dans des synagogues vendues, dans des synagogues occupées. On a essayé de montrer même les synagogues habitées. Et ça, avec le soutien des autorités tunisiennes, qui, quand les gens ne souhaitaient pas trop ou avaient quelques réticences,
ont tout fait pour que nous puissions rentrer et travailler. Donc ça, je crois que nous, on n'aurait pas autant insisté, mais eux, ils ont vraiment été jusqu'au bout, parce que je crois que c'était leur devoir. Enfin, c'est comme ça qu'ils le disaient, parce que quand on leur demandait, bon, pourquoi vous en faites autant, ils disaient c'est notre devoir. Mais je crois qu'ils sont allés au-delà de leur devoir. Ils ont fait plus que ce que nous-mêmes, de toute façon, nous considérions que nous n'avions rien à exiger, que tout ce qui nous était donné était très bien et qu'on ne devait rien demander au-delà de ça. Mais eux sont allés beaucoup plus loin. Donc, pour nous, c'était formidable. C'était vraiment formidable, parce que même si on pouvait rentrer qu'un quart d'heure, une demi-heure, quelquefois plus, mais même 5 minutes dans une synagogue, c'était précieux, parce qu'on savait que c'était la dernière fois qu'on rentrerait. Mais pas toujours, j'y reviendrai. Il y a des propriétaires qui sont prêts à nous accueillir quand nous voulons et qui nous attendent. Donc ça aussi, pouvoir rentrer chez des gens, revenir quand on le souhaite, c'est très important. Alors, je crois que j'en resterai là parce qu'on a beaucoup de choses à vous montrer. Quand on est rentré dans les édifices, on a essayé on a photographié, on a filmé. Quand nous avions le temps, nous avons mesuré, nous avons fait des relevés. On a fait ce qu'on a pu en fonction du temps que nous avions. Quelquefois, tout le monde était dans la synagogue, tous les gens du quartier rentraient, et c'était très difficile d'essayer de les faire sortir pour travailler, mais bon, on a fait ce qu'on a pu. À partir de là, nous avons rencontré un architecte d'origine tunisienne, Jean-Louis Mseka, qui n'a pas fait le voyage avec nous, mais qui a décidé, à partir des relevés que nous avions faits, sans connaître les synagogues, il est venu, il a regardé les films, il a regardé les photos, et il a essayé de faire quelques relevés, quelques reconstitutions de synagogues importantes. Maintenant, il souhaite une seule chose, c'est partir avec le livre sous le bras pour les voir en réalité. Voilà, donc on a fait des découvertes très importantes dont mon mari vous parlera, que ce soit à Kérouan, à Matmata, à Tamezred, des synagogues vraiment qu'on n'aurait jamais imaginées, et on est content de vous les montrer. Voilà. Comme toujours, j'ai été trop bavarde. Voilà. Et après, on sera, au-delà de la présentation, on sera tout à fait disponible pour échanger, répondre à vos questions. Enfin, vraiment, on sera disponible. Je crois que je vais me mettre là, pour peut-être vous montrer aussi des images et désigner peut-être certains endroits. Alors, quelle est la manière dont nous allons présenter les choses? Je voudrais à la fois vous donner quand même quelques éléments de nature historique, bien sûr, parce que les Juifs en Tunisie, vous le savez bien, c'est sans doute plus de 2000 ans d'histoire, mais en matière de synagogue, il reste très peu de choses très anciennes, et donc nous avons surtout insisté sur l'état actuel. Je voudrais faire une première précision. Toutes les photos qui sont en couleur dans le livre et toutes les photos que vous allez voir sur l'écran, malheureusement un peu petit, qui sont en couleur, ont été prises entre 2003 et 2010, puisque ma femme vous l'a expliqué, nous avons travaillé pendant 7 ans. J'y insiste parce que très souvent, bien des gens ne nous ont pas cru. Mais c'est pas quand même la synagogue de tel endroit, ça c'était il y a 50 ans. Non. Nous avons mis l'accent aussi sur les photos actuelles pour une raison qui tient, je dirais, qui est un complément à l'ambition de ce livre. Parce que c'est un livre ambitieux. Faire prendre conscience aux Tunisiens également, pas seulement aux Juifs tunisiens, mais aux Tunisiens, de l'importance du patrimoine juif qui existe encore en Tunisie sur place et qui très souvent peut être sauvé, mis en valeur. Donc, faire ce travail, si vous voulez, aussi de sensibilisation au patrimoine, parce que c'est un patrimoine tunisien, certes juif tunisien, mais tunisien. Et puis, deuxième aspect aussi de l'ambition de ce travail, les livres sur les synagogues dans des pays musulmans sont très rares. Très très rares. Il y a de magnifiques livres sur la Turquie, c'est sans doute le seul pays qui a eu droit, je dirais, à un traitement comme on a pu le faire sur la France, la Hongrie, l'Allemagne. On dispose de très beaux livres. Les synagogues d'Afrique du Nord en particulier ont été largement négligées. Pour une raison aussi qui touche, je crois, à un préjugé. C'est que l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord, c'est moins important que quand même l'Europe ou l'Europe centrale. Donc il y a toujours eu un petit peu, je dirais, une manière d'aborder les choses. Le judaïsme tunisien, c'est d'abord des boulettes,
Hein, c'est d'abord des choses comme ça, mais c'est pas l'architecture, c'est pas l'histoire, c'est pas tout. Alors, mon propos était, et je le dis à chaque fois, de traiter des synagogues de Tunisie avec le même sérieux, la même caractère scientifique, si vous voulez, que pour les synagogues de France. Alors, je suis ravi, puisqu'en plus, plusieurs d'entre vous connaissent le travail que j'avais fait sur les synagogues de France, et pourtant, si vous voulez, c'était aussi un travail pionnier, puisque jamais personne ne l'avait fait. Pourquoi? Parce que la synagogue, ça c'est encore moins important aussi que les autres édifices, et puis c'est peut-être négligeable, et puis parfois même les Juifs eux-mêmes. En France, par exemple, n'avaient pas un grand intérêt pour leur synagogue. Il fallait quelqu'un qui vienne leur montrer l'intérêt et l'histoire. Alors, pour aborder une dimension historique, je ne vais pas bien sûr faire un parcours historique trop long, mais il y a quelques synagogues qui s'imposent et dont nous avons fait des reconstitutions dans le livre, en particulier celle par laquelle je veux commencer, la grande synagogue de la Hara à Tunis, puisque c'est le cœur du judaïsme tunisien et surtout tunisois, et c'est un édifice que beaucoup de gens ont connu, puisqu'elle a disparu seulement en 1960. Donc beaucoup de gens qui sont partis dans les années 60 ou 50 ont pu la connaître. C'était un édifice très important, puisqu'il y avait certainement une partie du Moyen-Âge. Là, vous voyez, ces colonnes sont à peu près certains sont du XVIIe siècle. C'est un édifice qui a régulièrement été reconstruit, mais qui est un excellent témoin de toute l'histoire des Juifs de Tunis. Pourquoi? Parce que premièrement, il est situé dans la Hara, c'est-à-dire dans le quartier juif qui lui-même se trouve dans la Médina. C'était un édifice dans lequel on descendait une douzaine de marches, parce que nous sommes dans un pays musulman et qu'il y a des règles, il y a la dhimitude, le fait d'être dhimmi, qui veut dire que la synagogue doit être discrète, voire invisible. Et donc, de ce fait, si vous voulez un beau volume intérieur, il faut que vous creusiez, puisque vous ne pouvez pas monter trop haut. On a quelques synagogues qui sont un peu le témoin, si vous voulez, de cette situation. Ensuite, cette synagogue a cessé d'être agrandie, transformée, et jusqu'en 1900, il y a eu de grandes transformations en 1900 qui sont très symboliques. C'est qu'on a fait la façade. Vous voyez cette façade avec des créneaux, avec des belles fenêtres, et même des inscriptions hébraïques, et même des Magen David. Vous n'imaginez tout de même pas qu'au XVIIIe siècle, il y avait des Magen David sur une synagogue en Tunisie. Les synagogues sont invisibles, et il n'est pas du tout question de faire des symboles, de mettre des inscriptions. Ça, c'est du temps des Français, où on se dit quand même, c'est la grande synagogue de Tunis, elle devrait avoir une façade, avoir une belle porte monumentale. La vraie porte de la synagogue, jusqu'en 1900, c'est la petite porte qu'il y a ici, sur la rue du Bain. C'est une petite porte normale, sans aucun caractère. C'est significatif, et j'y insiste un peu, parce que ça montre bien, si vous voulez, comment il y a, au départ, une sorte de logique de la synagogue tunisienne. C'est ce que nous avons aussi essayé de montrer, ma femme avait fait allusion à l'importance des oratoires, des édifices modestes, qui n'ont pas un vrai caractère architectural, qui ne sont pas monumentales, mais, si vous voulez, même s'ils ont quand même une certaine monumentalité, c'est une monumentalité intérieure. Mais c'est normal, dans le monde musulman et même dans le monde de l'Afrique du Nord, la maison aussi, elle est, je dirais, tournée vers l'intérieur. C'est une logique qu'on va rencontrer. Et quand les Français arrivent, eh bien, les Français pensent qu'un édifice religieux doit avoir une façade qui signifie qu'il s'agit d'une synagogue. Et ça, c'est nouveau. Ça va avoir un impact énorme en Algérie, par exemple. La plupart des synagogues algériennes, vous savez, sont à l'européenne, c'est-à-dire avec des façades, avec des pignons, avec des tours. Songez à la synagogue d'Oran, qui était presque une cathédrale. En Tunisie, c'est beaucoup plus rare. Il va falloir attendre les périodes très contemporaines pour voir des synagogues qui ont vraiment un caractère monumental extérieur. Alors, je vous rappelle aussi que cette grande synagogue tellement importante était la synagogue des Touensa, car vous le savez qu'à Tunis, il y avait deux composantes de la communauté, les Touensa et les Grana, c'est-à-dire des Livournais, donc italiens, j'allais dire italiens d'origine, mais espagnols passés par Livourne, plutôt que véritablement. Alors oui, qui se prenaient parfois peut-être un peu pour la noblesse, qui avaient parfois, qui ne se mélangeaient pas d'ailleurs. Ce qui explique que si les Touensa avaient la grande synagogue de la Hara, les Grana avaient la synagogue, leur grande synagogue s'appelait Rebbi Chaim,
Et elle se trouvait, alors ici, malheureusement de loin vous ne pouvez pas voir, mais vous le verrez dans le livre, nous avons reconstitué le quartier de la Hara en 1919 pour montrer où était situé chacun des édifices. Et les Granats, tout Granats qu'ils étaient, parce que pendant longtemps ils ont cru qu'ils étaient des Européens, hein, ils étaient en quartier franc. Et puis le B leur a dit, mais attendez, vous êtes juifs, donc vous devez aller vers la Hara. Alors ils ne sont pas dans le cœur dans la Hara, mais ils sont à côté. Et tout le monde certainement a connu le souk El Grana, qui est le souk qui arrive justement dans la Hara et qui, à l'angle duquel se trouve une synagogue très importante que je vais vous montrer, parce que beaucoup de Tunisois ont des souvenirs liés à cette synagogue, qui est Slat Gedid. Alors, voici des photos, par exemple, de la synagogue Rebi Chaim, juste avant sa destruction. Parce que vous savez que les Français ont rasé une grande partie de la Hara, non sans raison, hein, attention, c'était un quartier très insalubre, les maisons s'écroulaient, enfin, c'était une véritable catastrophe. Hein, mais les Français avaient respecté la grande synagogue de la Hara. Tout était détruit autour, hein. Ils avaient tout rasé tout autour, mais la grande synagogue était là. C'est Bourguiba qui a décidé de la raser, hein, parce qu'eux avaient estimé qu'elle avait une valeur de monument historique. En revanche, la synagogue Rebi Chaim, ils l'avaient rasée sans trop de scrupules. Alors, la synagogue à laquelle je viens de faire allusion, Slat Gedid, était une synagogue qui atteste du désir qu'avaient les Juifs de Tunis d'avoir une grande synagogue à l'européenne, parce que bon, certes, ils sont très attachés. Ça, c'est aussi un trait quand même qui est marquant dans l'histoire des Juifs, des synagogues de Tunisie, c'est qu'il y a un attachement quand même aux bâtiments anciens, aux oratoires anciens, puisque même quand on a détruit parfois certaines parties de la Hara, les oratoires se sont transportés mais sont restés dans ce secteur. Toute une partie de la population, bien sûr, quitte la Hara, mais en 1950, il y a encore presque une trentaine d'oratoires dans la Hara. Et on fréquente encore la grande synagogue de la Hara. Et on fréquente Slat Gedid, qui est aussi dans la Hara. Vous voyez, il y a, je dirais, une sorte de dissociation entre une évolution sociale qui est indéniable, une réussite même parfois sociale, et on va aller habiter au quartier Lafayette, mais il n'empêche que régulièrement, on ira dans la Hara pour faire le culte. Il y a quelqu'un qui a très bien raconté ça, c'est Charles Haddad, le dernier président de la communauté, qui venait fréquenter les petites synagogues de la Hara, et Slat Gedid, qu'il a lui-même restauré d'ailleurs, puisque ça c'est l'état de la synagogue Slat Gedid en 1950, que Charles Haddad avait restauré. Alors, la trouvaille que nous avons pu faire, c'est de trouver des photos anciennes de cet édifice, ici et ici, qui a été réalisé en 1903, mais alors vous voyez, cette fois avec une façade, avec même une partie, presque une tour, avec des tables de la loi. C'est une synagogue en style néo-mauresque, qui est exactement le style qu'utilisent les Français pour faire la poste, pour faire l'école, pour faire tout ça. Vous savez, c'est le style à la mode, à Tunis et à Alger d'ailleurs aussi. Eh bien, on a une seule synagogue qui a ce style, et elle a été faite donc par les Juifs de Tunis qui rêvaient d'avoir une grande synagogue. Mais ils n'ont pas réussi à la construire, alors ils ont reconstruit cette ancienne synagogue dite Slat Gedid sur place, dans la Hara, et en 1903, et je signale au passage que l'architecte, parce que là par chance nous avons trouvé le nom de l'architecte, est un jeune architecte formé à Jérusalem dans les écoles de l'Alliance. C'est quand même assez extraordinaire de voir comment les gens circulaient, les connexions. Alors, la synagogue Slat Gedid, qui est très chère au souvenir de nombreuses personnes que nous... Pardon ? Est-ce qu'il y a des gens qui la connaissent en dehors de oui, voilà. Jules Taïeb nous en a parlé tout à l'heure. Ça se trouve, cette synagogue, où elle se trouvait? Elle se trouvait, Elle se trouve. le souk El Grana. Ah non, moi je ne vois pas cette synagogue, mais j'en connais une autre qui était derrière la rue des Salines. Mais je n'ai pas le nom. Derrière la rue des Salines. Oui, Oui. là où il y a la rue des Salines, là derrière un petit peu au fond. Mais j'ai oublié le nom de la rue et le nom de la synagogue. Oui, mais ça c'était une petite, parce que celle-là est grande. Et alors, la grande surprise, si vous voulez, c'est qu'on avait un jour rencontré un monsieur à Lod qui nous avait raconté qu'il avait des tas de souvenirs de cette synagogue, et que même la nuit, quand il n'arrivait pas à dormir, il marchait dans Tunis et il se rendait à Slat Gedid. Et il était persuadé que c'était rasé, puisque tout le monde a entendu dire que, évidemment, il n'y avait plus de synagogue dans la Hara, qu'on avait rasé la Hara, et ainsi de suite. Or, celle-ci, elle n'est pas rasée, elle est là, la preuve, photo contemporaine, transformée en école, avec un étage supplémentaire, mais elle est là. Donc, c'est ça aussi notre travail, ça a été de
de retrouver finalement des choses qui existaient sur le terrain. C'est une école d'esthétique pour les femmes. Des Comme femmes. beaucoup de synagogues, ce sont souvent des écoles ou des bibliothèques, Oui. et beaucoup d'écoles pour les femmes. On de peut maisons signaler de la ça femme. aussi, hein, effectivement, au passage, c'est que lorsque sauf les synagogues vendues à des particuliers dont le destin est tel, mais les synagogues récupérées par l'État n'ont jamais été transformées en mosquées, par exemple. Ce qui, vous savez, c'est fait assez régulièrement en Algérie. Hein, il n'y a aucune synagogue transformée en mosquée. Elles ont toujours été transformées, soit en école, en bibliothèque, ou en maison d'éducation pour les femmes, des choses comme ça, ou bien aussi des ateliers pour handicapés. C'est à peu près les fonctions que l'on trouve, je dis bien pour les synagogues, qui sont entrées plus ou moins dans les biens de l'État. Par contre, les églises ont été transformées en mosquées. En Tunisie? Laquelle? Ben, je vous donne Non, c'est possible, hein, l'église qui se trouvait dans le quartier européen à Kérouan. Ah non, elle est rasée. Elle est rasée. Ah non, elle a été rasée. Oui, mais à un moment donné. Ah, c'est possible. C'est tout à fait La possible. Tunisie, ça Mais- fait 60 ans. Tout à fait. C'est Mais possible. elle a été transformée avant en Ah, mosquée. d'accord. Elle a été en Là, mosquée. elle est rasée. Parce que j'en connais aussi beaucoup d'églises qui ont eu aussi ces fonctions que je viens d'évoquer. Elle a C'est été possible. rasée, l'église a été rasée. Ah, l'église de Kérouan est rasée. Oui, oui. Ouais. Vous êtes de Kérouan? Oui, oui. Ah ben, je vais vous Pardon, montrer Kérouan. J'ai joué dans la cour de l'église. Alors, l'autre synagogue très importante pour les juifs tunisois, c'est la synagogue, le temple, parce qu'on disait temple. Hein, très souvent on disait temple, on voyait bien la francisation là, hein, l'habitude. Le temple Cohen, mais personne ne l'appelle comme ça, personne ne l'appelle non plus Beth Yaakov. C'est pareil, Slat Gedid s'appelait normalement Knesset Israël. Hein. J'ai jamais entendu un Tunisois appeler cette synagogue Knesset Israël. Tout le monde l'appelait Slat Gedid, Dar Gedid. Celle-ci, c'est la synagogue de la rue de la Loire, qui est alors célébrissime. Pourquoi? Parce qu'on y a fait sa bar mitzvah, on s'y est marié, on y a fait toute une série de cérémonies. C'était la seule synagogue importante en ville européenne pendant longtemps. Parce que là encore, les juifs tunisois avaient rêvé d'avoir une grande synagogue en ville européenne. Le B leur avait même donné un terrain dès 1880. Mais vous savez très bien que la grande synagogue que tout le monde connaît, avenue de Paris, n'a été inaugurée qu'en 1937. 57 ans plus tard. Le projet n'a cessé d'achoper, et encore grâce à un mécène français. Donc la synagogue de la rue de la Loire, voici, vous voyez, photo couleur, c'est-à-dire c'est l'état actuel. Elle est encore synagogue. Elle ne fonctionne pas, elle n'est pas utilisée comme synagogue, mais tous les éléments sont là, les candiles sont là, enfin la synagogue est vraiment assez bien. Elle a été utilisée quelquefois pour des préservée. mariages et pour un film, le tournage d'un film. Ouais. Mais elle est en très bonne Alors, enfin, elle est belle. ce plan, je ne commande pas parce qu'il est trop petit, vous ne pouvez pas le voir, mais nous avons tenu à faire un plan de Tunis en 1952 pour montrer le déplacement des communautés qui partent de la Hara, et quand elles sortent de ce quartier, le premier quartier qui se développe le plus et qui devient un quartier juif, c'est près du cimetière, hein, israélite, bien sûr l'ancien, hein, c'est-à-dire rue d'Alpha, avenue de Londres, rue Sidi Sifiane, vous voyez ce secteur-là. Hein. Là, il y a plein d'oratoires. Et on voit finalement, si vous voulez, parce qu'on a fait l'implantation d'une centaine d'oratoires dans Tunis. Vous voyez ici la Hara, ici le quartier donc autour du cimetière, et enfin le troisième quartier juif entre guillemets, c'est Lafayette, autour de la grande synagogue de l'avenue de Paris. Non seulement il y a la grande synagogue, mais la tradition est telle, si vous voulez, d'avoir des oratoires, que vous avez des gens qui ouvrent des oratoires à 50 mètres de la grande synagogue. Hein, des oratoires familiaux. C'est le cas, par exemple, alors, disons quelques mots, puisque les images se présentent, de la grande synagogue de Tunis. Je voudrais rendre hommage au passage à M. Osiris, car ma femme a fait allusion tout à l'heure au passage Osiris. Mais le passage Osiris, le nom de la synagogue, n'a rien à voir avec le dieu égyptien, mais à voir avec un mécène juif bordelais qui a donné de l'argent pour construire la synagogue. Et c'est un homme absolument extraordinaire, dont j'avais fait cette planche pour l'évoquer, c'est-à-dire, c'est un grand mécène. Il a sauvé la Malmaison, il a donné toute sa fortune à l'Institut Pasteur pour faire la recherche, pour soutenir la recherche médicale. Il a financé 7 synagogues, dont, M. Salmon n'est plus là, mais vous savez sans doute, M. Salmon, il fait partie de cette communauté? Ah non, il était là, parce qu'il est un ancien président de la communauté de Vincennes, et c'est une synagogue qui a été financée par Osiris. Alors Osiris, c'est bien sûr son surnom officialisé, il s'appelait Daniel Ifla,
Et la synagogue la plus importante qu'il ait réalisée, c'est la synagogue de la rue Buffo. Hein, quand même, donc une des grandes synagogues parisiennes a été financée. La synagogue de Lausanne, c'est encore lui. Et puis les Juifs tunisois ont entendu parler qu'il y avait un mécène qui payait des synagogues, donc ils ont envoyé un émissaire, puisqu'ils avaient toujours leur terrain et ils n'avaient toujours rien construit. Et il a accepté de les aider, et son architecte a fait ce projet, absolument fou, on peut dire même presque délirant. Pourquoi? Parce que là, l'architecte Victor Tondu, qui est l'architecte de la synagogue de Vincennes, justement d'ailleurs, a profité de la mort d'Osiris. Osiris meurt en 907, le projet est 1909, pour essayer de proposer un immense projet qui aurait fait que la synagogue de Tunis aurait été plus haute que la cathédrale et qui aurait fortement ressemblé évidemment à la cathédrale de Tunis. Et ces tours-là, hein, le modèle n'est pas loin à trouver, c'est le Sacré-Cœur. Hein, donc le plan, vous avez le plan ici de ce projet, c'est un plan d'église. Donc là, l'architecte avait voulu, si vous voulez, mais c'est très logique en même temps. Hein. C'est ce qui s'est passé fréquemment en Algérie ou en France. C'est-à-dire des projets où la synagogue ressemble à l'église pour lui donner plus de dignité, si vous voulez. Vous voyez, pour en faire un édifice qui soit à la hauteur de l'égalité des cultes. Même la communauté a pris peur face à ce projet, vous en doutez bien, parce que ça aurait été plus haut hein, que la cathédrale et même que la Zitouna. Et a ouvert un concours qui a été gagné par un jeune architecte Valenzi, un jeune architecte tunisien qui était encore à l'école des Beaux-Arts, enfin il est plus tout jeune mais il y a eu une formation assez longue, il va en faire d'ailleurs son diplôme. Et donc il s'appelle Victor Valenzi, qui dessine en 1912 lors de ce concours la synagogue de Tunis, dont vous avez quelques dessins, nous avons la chance d'avoir retrouvé sa fille et son petit-fils, et qui nous ont donné des documents comme cette très très belle photo au moment de la construction. Et malheureusement, il gagne le concours en 1912, et vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, la synagogue ne sera achevée qu'en 1937, en changeant encore de terrain. Plus de temps que nous. Hein. Mais à mon avis, autant de temps que quelques autres synagogues d'Israël que nous avons visitées et qui malheureusement vont mettre très très longtemps à se construire, tant les projets sont ambitieux. Je pense par exemple à la Gribad sur la rue Hébron, ou bien celle de Natania, celle de Natania aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a mis autant de temps? À Tunis, ouais. Problème de terrain. Problème financier, problème de terrain. Le premier terrain était près de la gare, celle de B qui leur avait donné, rue Sadikia, je veux dire, une rue magnifique. Hein. Ah oui, mais nous, on ne va pas là-bas, ils habitent encore là. Ils ne veulent pas se déplacer jusque dans ce quartier européen trop neuf, et ainsi de suite. Donc, des réticences. Entre-temps, ils louent le terrain. Le B leur dit, le fils du B leur dit vers 1900, si vous ne construisez pas, vous rendez le terrain. C'est un peu normal, hein, ça faisait quand même maintenant 20 ans hein, qu'ils n'avaient rien fait. Donc c'est là où il se tourne vers Osiris. Vous voyez, on est autour de 1900, 1904, il se tourne vers Osiris qui dit d'accord, alors on fait des projets et on change de terrain. On prend un terrain, certains doivent bien connaître, au bout de la rue Maltasrira, il y a la place de l'école israélite. Hein. Eh bien, à cet endroit-là, il y avait un terrain disponible et la communauté achète ce terrain en faisant des échanges justement, achète ce terrain pour construire la grande synagogue. Voilà, on aurait été donc en ville européenne, mais pas trop loin de la Hara, hein, quand même, au bout de la rue Maltasrira, c'était quand même encore un peu... Pardon? Oui, à cet endroit-là, tout à fait. Alors, le projet, on fait le concours sur ce terrain-là. Et puis, alors, le terrain s'avère être spongieux. Vous savez qu'à Tunis, une partie de la ville européenne est quand même sur les marécages. Hein. Donc, le terrain pose problème. On n'aurait jamais construit un bâtiment aussi haut que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, ça pose problème. Donc, on remet en cause le terrain. Et là, alors, entre une période dans l'histoire de la communauté de Tunis très complexe, de rivalité de présidents. Vous savez que ça devient une véritable politique. Se faire élire président de la communauté de Tunis, ça devient toute une affaire. Il y a vous savez qu'il y a des campagnes, et ainsi de suite. Et alors, au gré, c'est les uns ou les autres, ainsi de suite, eh bien, le projet est repris, le projet est abandonné, ainsi de suite. Il rachète enfin, vers 1930, un terrain dans le quartier Lafayette, pose la première pierre en 1933 et finissent la synagogue, parce que, alors là, le
Monsieur Nataf n'est pas peu fier de le rappeler, c'est son grand-père, le bâtonnier Nataf, qui a réussi à remettre sur les rails le projet de synagogue de Tunis. Mais en même temps, je pense, en 1933, pour la première pierre, là vous avez les documents sur la première pierre, et en même temps, si vous voulez, il y avait des réticences compréhensibles. Des tas de gens n'avaient pas besoin d'une grande synagogue monumentale, ils avaient leur culte dans les oratoires, ils avaient leur petite synagogue de quartier, ainsi de suite. C'est aussi les autorités qui poussent. Il y avait un grand rabbin là, le grand rabbin arditique, un rabbin de formation française, qui était là à Tunis, et qui disait il faut absolument qu'il y ait une synagogue digne de Tunis. C'est-à-dire là, on les voit bien. Voilà des rabbins comme ça, si vous voulez, c'est-à-dire des rabbins en costume à la française. La rue de Latini, il y a un tapis par terre et on voit les rabbins. Ce sont des photos de l'armée. C'est pour ça qu'elles sont assez intéressantes aussi. Et là, c'est la photo du B et du résident général dans la grande synagogue. Parce que, évidemment, tout de suite, la grande synagogue devient le lieu officiel par excellence. Et pour la première fois, le B et le résident général viennent dans une synagogue en Tunisie. C'est dans la grande synagogue, évidemment, de l'avenue de Paris, à l'occasion de la pose de la première pierre du bâtiment communautaire qui est derrière. Qui était le grand rabbin à ce moment-là? Quel est le grand rabbin en 30 Même Baron. Non, c'est Chaim Belaïch, normalement. Pas encore, je crois Pas pas. encore? La question, quel était le grand rabbin de Tunis en 1933? La pose de la première pierre. Oui, tout à fait. C'était Non, c'est pas un petit peu après Chaim Belaïch. C'est un peu après, puisqu'il va être le rabbin de la guerre. La période de Moi, j'ai une crise. photo Oui, de la pose de la première pierre de la synagogue de Tunis, celle-ci, qui m'a été donnée par le monsieur qui a offert cet échal. Et peu importe. oui. Non, peu importe. Et ce monsieur a offert cet échal parce que il m'a rencontré. Il m'a dit, écoutez, je sais que vous avez un projet de construire une synagogue à Jérusalem, une synagogue tunisienne à Jérusalem. Alors écoutez, voilà, moi, mon grand-père a fait la pose de la première pierre de la synagogue de Tunis. Alors j'ai cette photo, je l'ai à la maison. Oui. Dans le livre, vous allez voir, il y a une photo de la pose de la première pierre. Si je puis me permettre une petite parenthèse encore, il y a eu 12 premières pierres. Ah, c'est peut-être pour ça. Non, parce que tout le monde la voulait, hein, tout le monde voulait la poser. D'accord. Pour les architectes, c'est génial. Hein. 12 premières pierres. 12 premières pierres, c'est magnifique. La prochaine. Alors, ce monsieur est arrivé avec cette photo en me disant, écoutez, moi, mon grand-père a posé la première pierre de la synagogue de l'avenue de Paris. Moi, je voudrais poser ici la première pierre de la synagogue tunisienne de Jérusalem. Et ce monsieur a financé cet échal, partie de cette photo. C'est monsieur Guez. Monsieur Alors, nous avons eu des photos d'une famille Ben Sassou qui avait aussi posé la première pierre. Oui, non, c'est pour ça que moi j'ai pensé au Ben Sassou. Ils nous ont passé ce document. Oui. Regardez où j'ai poussé le scrupule. J'ai mis pose des premières pierres. J'ai mis un Pluriel. Oui, comme je suis Ça, c'est scrupuleux. après de la famille Ben Sassou. Voilà, oui, c'est la famille Ben Sassou. Et ça, c'est Ça, oui. Petit-fils Donc voilà, d'Alain enfin bon, évidemment, Vous avez éclairé, un grand moment de l'histoire des Juifs de Tunis, hein, bien sûr que l'inauguration enfin de cette grande synagogue à l'européenne. Oui, dans le tableau, il doit retrouver. Alors, la voici, parfaitement restaurée, il faut quand même le signaler. Alors, évidemment, hein, il y a d'autres synagogues qui sont en piteux état, mais celle-là est en parfait état, puisqu'elle a été restaurée à l'intérieur en 1994 et à l'extérieur en 2007-2008, à l'initiative du président Ben Ali, même s'il a évidemment rendre à César ce qui est à César. Ben non, Ben Baron c'est après, donc c'est Zeytoun. Donc, cette synagogue, avec la petite mention du passage aux iris, qui est quand même assez savoureux, il y a encore à Tunis un passage aux iris. Voici l'intérieur. Donc lui aussi très en bon état, hein, globalement, et avec une photo un peu anecdotique, mais qui nous semble toujours important de montrer avec mon épouse. Un jour, nous arrivons à Tunis, une énième fois, nous allons à Tunis, et nous arrivons près de la synagogue, qui est en plein travaux de restauration. Et nous trouvons deux ouvriers avec des pochoirs en train de faire des Magen David. Hein? Pourquoi? Eh bien parce que sous les crépis
il y avait une frise dans l'état initial de 1937, il y avait une frise de Magen David sur toute la façade. Parce qu'il y a évidemment l'énorme Magen David au centre, hein, vous voyez ici. Mais ici, sur tous les côtés, il y avait des frises de Magen David qui avaient disparu sous les crépits au fur et à mesure. Eh bien, ils ont été restitués entièrement en fin 2007, début 2008, par donc les Tunisiens. Je crois que c'est quand même quelque chose d'assez remarquable. Alors, il reste encore d'autres synagogues en Tunis, très peu en fonction, comme nous le disions tout à l'heure, mis à part l'oratoire Haïm Belaïch, la synagogue Slat Pérez, synagogue aussi importante, que beaucoup de gens que nous avons rencontrés avaient des souvenirs, la synagogue Elaïk et Bismuth, qui se trouve à 2 pas de la grande synagogue, mais c'est ces 2 familles qui ont acheté un îlot et qui construisent leurs propres immeubles, construisent quand même au milieu des immeubles, au premier étage, voyez, cette petite synagogue qui n'était pas strictement familiale, puisqu'ils l'ont même donc donnée à la communauté. Et elle était en fonction jusqu'à assez récemment. Oui, elle était restée en fonction un peu plus longtemps que les autres. Une autre importante que je signale, et qui montre aussi que la Hara n'est pas abandonnée du tout par les Juifs, bien au contraire, c'est qu'une fois qu'on a rasé une partie de la Hara, vous savez, on a construit les immeubles de recasement, hein, vous avez peut-être connu ces 3 énormes blocs, les immeubles de recasement, mais à côté, on a aussi construit la garderie israélite, et attenant à la garderie israélite, l'école Hor-Torah, pour former donc les rabbins, et on a annexé une synagogue à cette école Hor-Torah, et elle est encore en place. C'est celle qui nous a été ouverte, dont les cabinets ont été cassés. Celle-là, on a eu... Et celle-ci, c'est la dernière que nous ayons vue après avoir demandé pendant des années. Oui. Mais bon, on l'a vue, ça a été la dernière. Alors, autour de Tunis, parce qu'il va falloir quitter Tunis quand même, oui, autour de Tunis, il y avait évidemment de très importantes communautés à l'Ariana, à la Goulette, à la Marsa, à Mamlif. Alors là, vous avez une petite sélection de synagogues. La Goulette, qui est toujours en fonction, c'est une des rares, vous savez, grâce au fait qu'il y a l'hôpital à côté, bien sûr. Nous avons retrouvé, ça a été quand même un concours de circonstances assez délicat, la Griba de l'Ariana, dont plus personne n'avait jamais entendu parler depuis très très longtemps. À l'Ariana, il reste 1 ou 2 endroits, il y a le Koutab qui sera la Griba. Alors, voilà le genre d'endroits, si vous voulez, qui sont habités par des particuliers, il n'y a plus la moindre trace. Hein. Là, on a eu la chance de pouvoir rentrer. Voilà, c'est grâce aux souvenirs des gens. Ceci dit, l'impasse s'appelle toujours impasse de la Griba, hein, dans laquelle se trouve. C'est parce qu'on était en train de chercher, et en fait, quelqu'un nous a entendus, et en fait, c'était le propriétaire. On ne savait pas. Il nous avait signe de le suivre. Il a frappé, il est rentré chez lui. En fait, c'était chez lui. Mais bon, ça, c'était la chance. Voilà. Alors aussi une belle carte postale qui évoque la synagogue d'Amami, qui existe encore et qui a été transformée en bibliothèque enfantine. Une des plus belles synagogues qui a été construite à cette époque, mais là c'est vraiment un projet architectural, parce qu'il y a un architecte, David Raka, il y a des gens qui financent et qui ont les moyens, et qui se font construire une belle petite synagogue dans un cadre balnéaire, c'est la Marsa. Et vous connaissez peut-être, puisqu'elle existe encore, elle est de temps en temps un peu ouverte au mois d'août. C'est un très très bel édifice orientaliste, hein, puisque nous sommes dans un cadre balnéaire, avec un très beau lanterneau avec bulbe, qui est tombé maintenant, mais enfin autrefois elle était comme ça. Et à l'intérieur, vous voyez ce petit édicule qui sert d'arche sainte, avec une arche sainte très originale, c'est la seule que je connaisse, c'est une arche sainte. Je ne sais pas, vos séphères ici sont dans des tiques en bois. Ah oui, oui. Hein, bon, vous me rassurez quand même. Eh bien, l'arche sainte de la Marsa, c'est un énorme tique en bois, circulaire, qu'on peut tourner, si vous voulez, pour ouvrir. Et d'ailleurs, on voit les 2 rimonymes au-dessus. C'est très original. C'est la seule arche sainte que je connaisse de ce genre. Un système suisse. Avec un système suisse qui fonctionne toujours, d'ailleurs, on peut toujours la faire tourner sur elle-même. Mais donc, vous voyez là, ce sont des familles riches hein, qui s'associent, qui se regroupent dans une association et qui se construisent entre 1923 et 1926 une belle petite synagogue sur leur lieu de villégiature.